Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour notre troisième séance des Jeudis de l'Art autour du thème de Enseveli. Ce soir, une séance qui est autour de la mémoire et du souvenir. Finalement, on va regarder un petit peu ces éléments-là et on commence notre première intervention avec Yves Glaise, qui est archéo-anthropologue à l'INRAP. Qui est aussi à l'UMR passé à l'Université de Bordeaux, dont les recherches portent sur les espaces funéraires, qui a la très grande chance de participer au projet de recherche sur les églises de la Libella en Éthiopie, qui est un sujet magnifique, et qui est aussi responsable de la fouille du cimetière médiéval d'Atlit, qui va être justement le cœur de son intervention de ce soir, puisqu'il va nous présenter ce cimetière médiéval qui a connu des phases d'ensevelissement, de désensevelissement, de réensevelissement, donc qui est vraiment totalement dans notre thème, pour nous présenter justement la question de ces vestiges archéologiques et cette histoire dans un temps long sur un seul et même espace. Et donc je laisse la parole à Yves pour cette intervention sur enseveli, exhumé, enseveli, la question des vestiges archéologiques du cimetière médiéval d'Atlit, c'est-à-dire dans le royaume latin de Jérusalem, au XIIIe siècle. Voilà. Donc merci à tous d'être là ce soir. Et donc oui, je vais essayer de vous parler de cimetières, d'ensevelissement de corps, mais pas que seulement de cela, et pour vous montrer que, comme cela a été dit, il y a à la fois des ensevelissements, des exhumations, et un certain nombre de choses qui font vivre un site archéologique. Et si l'on ne comprend pas ces différentes phases, on peut passer à côté de certaines choses dans la compréhension de l'évolution du site archéologique. Et ici, ça sera l'exemple du cimetière d'Atlit. Donc, un peu pour contextualiser, on se trouve sur la côte levantine, à quelques kilomètres au sud de Haïfa. On est au XIIIe siècle. Et c'est un cimetière qui a été découvert à côté du château Pèlerin. Le château Pèlerin, c'est une des forteresses les plus importantes des Templiers à cette époque-là. Et ce château a été construit au XIIIe siècle, et ça sera la dernière occupation franque du XIIIe siècle, après la chute d'Acre en 1291. Donc c'est un site à la fois exceptionnel et qui pose un certain nombre de questions quant à son histoire et à son évolution dans le temps. Alors l'intérêt du château Pèlerin, c'est qu'il se trouve sur le chemin du pèlerinage pour aller à Jérusalem, et il a une position stratégique à la fois sur la mer et sur la route des pèlerins. On sait aussi que ce château a un certain nombre de villages sous son aile, en fin de compte, et qu'il y a un certain nombre d'activités qui se déroulent autour de ce château, que ce soit de l'agriculture ou des échanges commerciaux. Voilà, donc il se trouve là sur la carte de Mathieu Paris. Et donc, à côté de ce château, il y a une petite ville. Cette ville est entourée d'un rempart. Et à l'extérieur de ces remparts a été découvert un cimetière très grand, qui fait une centaine de mètres sur 80 mètres. Et ce cimetière se trouve sur la baie nord d'Atlit. Alors, dans cette baie, rapidement, il y a un certain nombre de vestiges archéologiques qui ont été connus, des occupations beaucoup plus anciennes que le XIIIe siècle. Par exemple, on peut parler d'un site néolithique qui a été trouvé dans la mer, et aussi un port phénicien qui était à l'emplacement du château. Donc, un site avant le XIIIe siècle où un certain nombre de vestiges ont déjà été ensevelis et exhumés par les archéologues. Mais ici, moi, je vous parlais plutôt de ce cimetière. Alors, c'est un cimetière qui a livré plusieurs milliers d'inhumations. Et d'après les données que l'on a, il a été utilisé que durant le XIIIe siècle. Donc vous voyez déjà le plan à l'écran, et vous voyez la densité. Et donc, de ce que l'on a découvert, on a trouvé des inhumations individuelles, mais aucune trace de fosse commune, par exemple. Donc on a des inhumations qui sont individuelles, simples. Donc déjà, pour vous montrer comment on ensevelissait dans ce cimetière, je vais vous montrer un petit schéma. C'est une coupe transversale, vous imaginez.
c'est la fosse. Et donc, on déposait le corps directement dans la fosse. Cette fosse, ensuite, était fermée par un couvercle de bois. On n'a pas les éléments de bois, mais on a des arguments archéologiques qui permettent de les identifier. Ensuite, ces couvertures de bois étaient bloquées, souvent par des blocs de pierre. Et ensuite, on remettait des sédiments pour finir le comblement de la tombe. Et ensuite, cette tombe était marquée par des éléments de pierre sur lesquels on reviendra. Et en fin de compte, ce sont un peu les seuls éléments de souvenir que l'on a dans ce cimetière. Voilà. Il n'y a aucune indication, aucun nom qui a été conservé. Ce cimetière n'est pas connu dans les archives du XIIIe siècle. Voilà. Alors, on a quelques types de tombes qui sont un peu plus particulières, des coffrages de bois qui vont être calés par des pierres. On a un ou deux cas de cercueils de bois qui sont fermés par des clous, tout simplement. On a retrouvé les clous, donc on peut mettre en évidence l'ensevelissement de certains sujets dans des cercueils de bois et aussi dans un coffrage de pierre. Mais il faut garder à l'esprit que la pratique funéraire la plus conventionnelle, on va dire celle qu'on retrouve sur le site, c'est enterrer des corps directement dans les fosses, des fosses qui étaient fermées par des couvercles de bois. Donc ça, c'est la façon dont les corps étaient ensevelis à Atlide, dans ce cimetière du XIIIe siècle. Et on retrouve des types d'inhumations au Moyen-Âge, au XIIIe siècle. On a des choses qui se retrouvent à la fois en Occident et en Orient. Alors, est-ce que des objets étaient enterrés, étaient ensevelis ou pas dans ces tombes? Donc, encore un élément enseveli. Donc là, il faut faire attention, puisqu'on a très peu d'éléments que l'on va trouver dans les tombes, et donc il va falloir faire la différence entre les différents types d'objets et de la façon dont on les a découverts, et donc peut-être comment ils ont été ensevelis. Par exemple, on a trouvé un élément en métal, en fer, une pointe. Pour imaginer de suite une arme, un élément, mais en fin de compte, il s'agit d'une pointe en fer qui était emmanchée, et vu la position qu'elle a, on a plutôt affaire à une ferrure de bâton de pèlerin, comme on trouve dans d'autres cimetières en Occident, voilà, et comme on trouve sur certaines iconographies. Quelques éléments de parure ou pour fermer des vêtements, on a trouvé quelques pendentifs, assez rares encore, des épingles de cheveux par exemple, des boucles de ceinture. Et on a un cas aussi de boutons qui devaient être cousus sur les manches d'un vêtement. Voilà, donc ça c'est la position des éléments précisément lors de la fouille qui permettent d'identifier ces éléments. Mais en fait, ces éléments de parure, d'éléments de vêtements, sont assez rares de ce qu'on a vu. Et les objets archéologiques, le mobilier archéologique qu'on trouve le plus souvent, ce sont des tessons de céramique. Alors, la grande majorité des tessons de céramique, ils sont de période antique, ils correspondent un peu à la phase du port phénicien dont je vous ai parlé, et d'autres. Mais on a de la céramique du XIIIe siècle dans certaines tombes. Et là, ça pose d'autres questions. Pourquoi cette céramique contemporaine des inhumations se trouve dans les comblements? Et donc, on a un certain nombre de céramiques qui sont elles sont jamais associées réellement avec le squelette. On les trouve cassées, fragmentées, en général en hauteur dans le comblement de la tombe. Et donc là, on n'a peut-être pas des dépôts vraiment au plus près du corps qui ont été ensevelis, mais peut-être autre chose. On reprend la coupe que je vous ai montrée tout à l'heure. On peut imaginer, vu la position des vases qui sont renversés souvent, que cette vaisselle était déposée sur la couverture de bois, et quand celle-ci s'est effondrée, le bol est tombé. C'est pour ça qu'on a ces positions-là. Donc on aurait des vestiges ensevelis, mais peut-être liés à des cérémonies autour de la tombe, des vestiges peut-être liés à un repas durant les funérailles. Donc un certain nombre d'éléments qui vont être ensevelis dans la tombe, mais pas seulement le corps et les éléments qui permettent de l'habiller. Alors ces tombes, elles sont marquées au sol par un certain nombre d'éléments qui sont très bien conservés. Ça peut être des blocs de pierre, des marqueurs qui sont enduits de plâtre, ou un enduit,
Voilà, on a quelques tombes où on a des croix qui sont gravées. Et lorsqu'on s'intéresse à la répartition de tous ces marqueurs de tombes, on voit des densités différentes dans le cimetière. Donc, on a des tombes qui sont vraiment très près les unes des autres, et on peut se poser la question, quand ils ont fait une nouvelle inhumation, est-ce qu'ils n'ont pas pu perturber les marqueurs de tombes dont je vous ai parlé? Donc, exhumer aussi d'autres marqueurs de tombes. Et c'est le cas, en fin de compte. On a, vous voyez, des éléments. On a une tombe qui a recoupé une autre, et donc ils sont obligés d'enlever les éléments de pierre des anciennes tombes pour refaire une nouvelle tombe. Ils remploient même des blocs de pierre dans les nouveaux marqueurs. Donc on trouve du plâtre qui montre. Et tout cela, en fin de compte, ils ne recoupent pas simplement les marqueurs de tombes. Ils vont creuser les tombes beaucoup plus profonds. Donc, ils vont être face aux vestiges des restes humains qui ont été enterrés quelques années avant. Et donc, on va avoir un certain nombre de tombes qui ne sont plus marquées et qui vont être recoupées. Et on a des ossements, donc, qui vont être perturbés, déplacés, et ces ossements vont être ensuite redéposés dans la tombe. Donc, on a des ossements qui vont être exhumés lors des nouvelles inhumations et à la fois ensuite réenfouis. Donc on a aussi un nouveau cycle d'éléments qui vont être réensevelis dans la tombe. Donc ici, on n'a pas seulement un corps qui est enterré, mais on a aussi des ossements qui vont être déposés, et ces ossements sont sûrement déposés sur les couvertures en bois dont je vous ai parlé, puisqu'on a des éléments qui montrent qu'on a des effondrements. Donc voilà, on a un certain nombre de cycles qui se passent, et donc pendant un siècle, on a à la fois enseveli des corps, déposé des vestiges peut-être de céramique liés aux funérailles, mais aussi recoupé des tombes et déposé des ossements. Alors, le cimetière, on n'a aucun vestige qui nous montre qu'il a été utilisé après le XIIIe siècle. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que ce cimetière a été enseveli dans la mémoire? Est-ce qu'il a disparu? Donc là, on va regarder un peu la topographie générale du site. Si vous voyez en bas, on voit qu'il y a une petite dune et, on peut, grâce aux données archéologiques, montrer que le site avait été construit en partie, fondé en partie sur une dune. Avec le vent venant de la mer, le sable a été déplacé et petit à petit, ce cimetière a donc été enseveli de façon naturelle par le sable venant de la dune. Donc, ce cimetière a donc disparu. Et donc, quand on voit un relevé du XIXe siècle, on voit à la place du cimetière, on voit des dunes. En fin de compte, on n'a aucun élément dans les voyageurs qui passent au XIXe siècle. Les gens vont nous parler du château, des remparts, mais personne ne va parler de ce grand cimetière avec ses dalles immenses. Donc il a complètement disparu, il a été oublié. Et même quand on regarde une photo de 1918, une photo aérienne, on voit le château, on peut deviner les remparts de la ville, mais le cimetière a totalement disparu. Donc il faut attendre les années 30 pour que ce cimetière soit de nouveau exhumé. Et donc, durant le mandat britannique, il y a des fouilles qui se font au niveau du château, et il y a un projet de construction d'usine au nord, dans la baie nord d'Atlite, et l'archéologue des antiquités britanniques, Cedric Norman Jones, indique dans une lettre « Il y a un cimetière croisé au nord du château ». Alors, on n'a aucun document qui nous montre qu'il y avait des blocs qui dépassaient, mais sûrement lui, avec son œil aguerri d'archéologue, il a pu voir des dalles dépasser, et donc il a lancé tout un projet pour sauver ce cimetière, et donc il n'y a pas eu de construction d'usine à cet endroit-là. Donc avec des ouvriers, pendant plusieurs mois, il va entièrement déblayer le cimetière, donc on a une nouvelle phase d'exhumation. Il va trouver des tombes, donc les marqueurs dont je vous ai parlé, mais il va découvrir aussi directement des squelettes en connexion et des ossements, donc des tombes qui n'étaient pas marquées. Il va repositionner certains blocs
les marqueurs que je vous ai montrés, mais il va aussi restaurer certains marqueurs. Donc, on a des enduits qui sont du XIIIe siècle, mais on a aussi des enduits sur certaines tombes qui datent des années 30. Et ça, on peut le voir en comparant les données d'archives. Là, vous avez une tombe, je vous jure que c'est celle-ci, au début de la fouille, et là, on la revoit à la fin de la fouille. Donc, elle est entièrement couverte d'un enduit blanc. Donc, il y a eu une restauration qui a été faite. Toujours sur cette question de restauration, Jones a découvert des tombes qui n'étaient pas marquées ou plus marquées. Mais quand on va sur le site actuellement, on a des marqueurs de tombes partout. En essayant de regarder précisément les archives et aussi en regardant les différents marqueurs, on s'est aperçu que certains marqueurs de tombes ont été faits par Jones dans les années 30. Et donc, il a posé des nouveaux blocs sur les tombes. Donc, il a à la fois exhumé un site, mais il a enseveli une partie, pour le bien de la muséographie du site. Et donc, à la fin de la fouille, on a un cimetière exhumé, mais qui n'est pas le cimetière du XIIIe siècle, mais qui est une reconstruction faite par Jones, avec à la fois des vestiges ensevelis et des vestiges exhumés. On pourrait s'arrêter là. Mais le cimetière continue à évoluer. Il a perdu 10% de sa surface en moins d'un siècle. Il est exhumé actuellement par la mer, le vent, et on a un site qui se détériore petit à petit. Donc on a une exhumation du site qui est naturelle. On avait eu un ensevelissement naturel du site, maintenant on a une exhumation naturelle du site, puisque ce site n'est plus protégé par la dune qui a été enlevée par les Anglais. Et donc c'est pour ça que nous avons lancé un programme de recherche pour étudier ce site et essayer de voir ce qu'il était possible de faire. Donc nous aussi, nous devons maintenant exhumer des vestiges en essayant de faire la différence entre les vestiges restaurés par les Anglais et les vestiges du XIIIe siècle. Donc, on fait tout un enregistrement précis qui me permet de raconter un peu ce que je vous ai expliqué sur les différentes pratiques funéraires que l'on va faire. Donc, on va exhumer des pratiques funéraires qui sont ensevelies, qui ont disparu, puisqu'on a des éléments, par exemple, de bois qui ont disparu. Donc, en comparant la position des ossements, on peut identifier le fait qu'on avait des tombes, par exemple, couvertes. On peut aussi exhumer des données biologiques. On a des secteurs où on a surtout des hommes, on a des secteurs où on a à la fois des hommes, des femmes et des enfants. On va aussi donc exhumer des éléments qui étaient ensevelis, les éléments qui étaient liés au corps ou la céramique. Donc il faut à chaque fois faire la différence entre les différents vestiges qui ont été ensevelis. On peut aussi exhumer des données sur les pratiques de violence qu'il y avait à l'époque. Donc on a quelques éléments de traces de coups liés à des objets tranchants qui ne sont pas cicatrisés, donc la personne est morte en lien avec ces différentes données. Donc nous aussi on exhume des données, on exhume des vestiges archéologiques, mais à la fin de notre campagne de fouille, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va laisser un trou béant alors qu'on a tout un cimetière qui est encore bien conservé? Mais non, c'est à notre tour d'ensevelir les vestiges une nouvelle fois. Comme on est dans un contexte particulier, on réenterre les ossements, on garde la céramique pour l'étudier, et nous aussi, à la fin, on restaure les marqueurs de tombes qui étaient présents, qu'ils soient du Moyen-Âge ou réalisés par Jones, et grâce à l'enregistrement que l'on fait et aux éléments qu'on laisse sous les marqueurs, les archéologues du futur pourront déterminer si nos marqueurs sont des vestiges en place ou des vestiges déplacés pour pouvoir comprendre les pratiques funéraires et ce site archéologique. Voilà, donc ce site, il pourrait être étudié que pour ces pratiques funéraires du XIIIe siècle, mais si on n'étudie pas ces différents cycles d'ensevelissement, d'exhumation, il nous manque un certain nombre de données et on passe à côté de toute une compréhension du site et de l'état dans lequel il est actuellement. Voilà, donc c'est un travail qui se fait en équipe, que je remercie, et avec un certain nombre de financements. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Effectivement, c'est un site qui est tout à fait fascinant par ces différentes phases d'ensevelissement, d'exhumation, etc., etc. On aura l'occasion d'en reparler. Comme d'habitude, nos 3 interventions vont se succéder les unes aux autres. Et puis, à la fin, nous prendrons les questions des uns et des autres dans la salle, aussi bien que sur le chat. Et nos intervenants reviendront pour y répondre. Et donc maintenant, nous accueillons 2 intervenantes qui vont nous faire donc une présentation à 2 voix. Émilie Dosimon et Pauline Mancina. Émilie Dosimon est doctorante en archéologie mésoaméricaine et Pauline Mancina est docteure en archéologie préhispanique et elles vont nous parler justement, combiner ces 2 spécialités finalement pour nous parler des crânes qu'on retrouve qu'on a retrouvés et qui étaient mis en valeur à Mexico Tenochtitlan. Après ça, c'est à peu près la seule chose que je vais dire parce que je ne me lancerai pas dans la prononciation de d'autres noms propres dont l'orthographe est déjà tout à fait problématique pour moi, mais en tout cas qui veulent revenir un peu sur ces crânes exposés dans la civilisation de Mexico Tenochtitlan, de la façon dont les Espagnols ont utilisé la présentation de ces crânes dans leur discours par rapport à ces populations, et puis dans la façon dont ces populations aujourd'hui récupèrent une fois de leur côté, encore une fois, ce discours-là pour récupérer une partie de leur histoire. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors effectivement, on va vous présenter un exposé didactique pour que vous voyez un petit peu comment on peut exploiter un crâne. Et on a pris l'exemple du fameux Tzompantli, donc c'est le mur des crânes qui se trouve à Mexico Tenochtitlan, la capitale donc, des Mexicas. L'objectif de la communication, donc comme je l'ai dit, c'est avant tout de vous montrer toute la richesse d'une approche interdisciplinaire, donc à la fois à partir des données archéologiques, mais aussi ce qu'on peut exploiter à partir des codex ou encore des sources ethno-historiques, donc de tout ce qui a été compté par les chroniqueurs espagnols. Et on a chacune nos spécialités. Moi, je vais plutôt vous parler de la vie de ces individus qu'on a retrouvés, donc leur identité, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de leur vécu. Et puis, Émilie vous parlera plutôt de la mort sacrificielle et du devenir des crânes de Tzompantli, puisque certains, effectivement, sont destinés à être laissés et même emmurés dans le Tzompantli, et puis d'autres vont avoir un destin un petit peu différent. Alors merci Pauline. Effectivement, donc ma spécialité est un petit peu différente de celle de Pauline, et donc pour l'instant, je vais d'abord vous expliquer finalement un petit peu c'est quoi un Tzompantli, parce qu'effectivement c'est un terme qui n'est pas très commun en France, et bien évidemment aussi petite remise en contexte par rapport à les Aztèques et Mexico Tenochtitlan. Mexico Tenochtitlan, c'est la capitale de l'Empire aztèque qui est tombée en 1515 après la conquête espagnole avec Cortés. Et donc les Espagnols ont pu voir ces Tzompantli et ont vu l'ancien temple, le Templo Mayor de Mexico Tenochtitlan. Cet ancien temple, finalement, existe toujours. Il a été enseveli, pour en revenir à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, et il a été redécouvert en fait dans les années 1978 avec une découverte fortuite lors de travaux urbains dans la capitale mexicaine. Et il a été mis au jour à cette époque-là. Et le Grand Tzompantli, il en est de même pour lui, puisqu'il a été mis au jour quelques années plus tard, durant les années 90-95, toujours par une découverte fortuite lors de travaux urbains dans la capitale. Le grand temple de Mexico a été étudié depuis, et les époques qui nous intéressent, durant lesquelles nous avons en fait pu observer certaines offrandes, concernent les époques qui sont entre 1450 et 1500 à peu près. Et beaucoup d'offrandes ont été ensevelies en fait au sein même du grand temple de Mexico, et certains crânes provenaient de ce Tzompantli qui lui est étudié depuis 2015 à peu près. Et un Tzompantli, ça ressemble à ça. Un Tzompantli, c'est une grande structure en pierre
qui est composé aussi par des rondins en bois, et ils s'empilent les uns après les autres. Et là, vous avez un schéma donc du Grand Tzompantli de Mexico, avec donc sa structure que vous voyez. Il y a aussi des... Merci. Je sais pas si... ouais. Il y a des tours circulaires qui sont ici sur les bords, avec ici en bas à droite sur l'image, donc les découvertes qui ont été faites et publiées en 2018. Et sur ce modèle, vous voyez les dimensions. Donc ce Grand Tzompantli fait 36 mètres de long. Chaque tour fait à peu près 1,7 mètre de hauteur. La hauteur de tous les piliers, ça fait 5 mètres. Et donc l'ensemble a une largeur avec les estrades d'à peu près 14 mètres. Donc c'est une structure absolument monumentale. Le Tzompantli est un mur pour exposer les crânes. Dans la concept Nawa, donc comment dire, les Nawa, ce sont les anciens Mexicains en fait. La tête, c'est véritablement ce qui contient l'énergie vitale. C'est la partie la plus symbolique d'un être humain. Et donc, lorsque l'on sacrifie un être humain, prélever la tête, l'exposer, c'est véritablement prélever cette énergie vitale, la redistribuer à l'univers, la redistribuer aux dieux. Et ce crâne, il peut avoir plusieurs destinations, dont le Tzompantli. Et comment nous pouvons le savoir? Lorsque les offrandes ont été découvertes, les crânes de Tzompantli sont ceux qui ont les perforations latérales, puisqu'il fallait pouvoir les empiler sur les rondins de bois. D'autres perforations existent, d'autres destinations existent, dont les crânes trophées, ou encore des masques crânes que nous allons vous évoquer ultérieurement. Alors c'est un sujet qui a vraiment passionné, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi, c'est extrêmement impressionnant, ça a été décrit par les Espagnols avec des termes, on m'entend bien avec des termes vraiment très expansifs. Donc vous avez ici un petit échantillon de toute la littérature qui a été écrite à ce sujet. Il y a alors notamment des travaux qui ont été menés sur les isotopes, par exemple on va en reparler, sur les os du Tzompantli de Mexico-Tenochtitlan, qui vont nous apporter beaucoup d'informations sur l'origine par exemple des personnes, et puis d'autres travaux qui ont été menés sur d'autres Tzompantli, puisqu'il en existait plusieurs à la fois dans Mexico mais aussi en dehors de Mexico. Donc la ville voisine c'est Tlatelolco, on a un certain nombre d'informations dessus. On a également beaucoup d'études de la symbolique du Tzompantli, puisque vous l'avez compris, on n'est pas juste dans la symbolique d'un crâne trophée comme on pourrait avoir en Europe. On a vraiment une symbolique très spécifique qui est liée à cette entité animique qui est le Tonali. Et puis, donc on a d'autres études sur l'image du Tzompantli qui a été utilisée par les Espagnols, et là au contraire pour faire peur. Donc on avait vraiment un autre aspect de ce Tzompantli, et puis des travaux de synthèse encore une fois. Donc vraiment une littérature très abondante à ce sujet. Donc c'est pour ça que nous, on va cibler notre communication sur quelques individus pour lesquels on peut retracer différents éléments de vie ou de mort, d'ailleurs, et surtout savoir de quel contexte ils provenaient. Donc sur tout ce qu'on a pu lire, on a sélectionné 23 individus qui vont pour la plupart provenir d'offrandes et qui vont nous permettre de vous donner un aperçu, une carte d'identité de ces victimes sacrificielles. Donc d'où venaient-elles et qui étaient-elles? Alors on va commencer par leur vie. J'ai choisi ici un individu pour lequel on va retrouver beaucoup d'informations à la fois sur sa vie, sur sa mort et son devenir, sachant que le premier point de vigilance, c'est évidemment qu'on ne peut pas forcément avoir toutes les analyses possibles à partir d'un seul crâne. Donc il y a peut-être des informations lacunaires. Par exemple, pour cet individu que vous voyez ici, on sait que c'est un individu de sexe masculin. Il est âgé entre 30 et 40 ans et il montrait certaines pathologies. Donc, par exemple, il avait des caries, il avait du tartre, c'est le calcul dentaire. Il montrait également une usure dentaire et de l'hypérostose poreuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et surtout, comment on le sait? Donc déjà, le sexe de l'individu va être déterminé puisque
l'humain présente un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'entre les hommes et les femmes, il y a quelques différences morphologiques. L'âge va aussi être déterminé, par exemple, grâce à l'étude des dents. Et puis pour les pathologies, ça va être aussi, pour celles-ci en tout cas, de l'observation. On peut le voir sans forcément avoir de microscope. Donc les caries, eh bien, elles vont se former lorsqu'on va avoir une alimentation qui va être riche en glucides. Donc ça correspond bien, puisque à cette époque, à Mexico, on mangeait beaucoup de maïs. Le calcul dentaire, le tartre, ça correspond au contraire à une alimentation qui était riche en viande. Donc c'est peut-être un individu qui avait accès aussi en plus à de la viande. Et puis l'usure dentaire, c'est le témoin d'une alimentation un petit peu abrasive. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les céréales, on a des éléments un peu abrasifs. Et puis parfois, le travail aussi du grain qui est fait dans des meules va apporter ces petits éléments. Donc ça correspond bien à ce qui pourrait être mangé, par exemple, sous forme de tortillas. Vous connaissez les tortillas de maïs, ou les tamales, qui sont des petits pains de maïs cuits à la vapeur. Et puis pour l'hyperostose poreuse, donc ça on va le voir sur le crâne, puisqu'on va avoir cet aspect spongieux qui va ressortir, et c'est un élément qui pourrait nous indiquer une carence ou une mauvaise alimentation. Donc ça c'est une concentration sur un crâne, ce qu'on peut en dire, mais par exemple pour celui-ci, on n'a pas d'informations sur son origine, parce que les études n'ont pas forcément été menées dans cet objectif, et puis lui apparemment il ne présente pas de déformation crânienne, mais d'autres en présentent. Donc celui-ci, comme vous pouvez le constater, il a été retravaillé. On voit ici un œil qui a été rajouté. Il a été retravaillé sous forme de masque crâne, et il a été découvert dans l'offrande 141 du Templo Mayor, qui va se trouver le grand temple de Mexico. Et cette offrande se trouve pile poil dans un axe que, vous allez voir de l'autre côté, puisqu'en fait c'est un temple avec deux parties. On va avoir la partie en rouge qui est dédiée à une divinité qui s'appelle Huitzilopochtli. Et de l'autre côté, en bleu, la partie du temple qui est dédiée à Tlaloc. Et en fait, ça forme un axe, et dans cet axe, on trouve cette fameuse offrande. Alors, très brièvement, sur les autres crânes, là, on peut faire quelques statistiques et puis montrer un peu l'ampleur des études menées sur ces crânes. Donc, au niveau du sexe des individus, souvent, on se dit Tsompantli, donc guerre, donc forcément des individus masculins. En réalité, non. Il y avait aussi des femmes. Alors là, sur notre échantillon, c'est un peu faussé. En réalité, sur l'ensemble, il y avait à peu près 70% d'hommes, 30% de femmes. Sur l'origine, donc, des études ont été menées grâce aux isotopes du strontium. Donc en fait, quand on mange, on va absorber des éléments végétaux, alors de l'eau, dans lequel se trouvent ces petits isotopes qui proviennent de roches spécifiques d'un territoire géographique. Donc les eaux vont parler à notre place, et quand on a été élevé dans une certaine région du Mexique, eh bien on a absorbé ces isotopes, et donc on arrive par comparaison en fait à retrouver l'origine de ces personnes. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc les personnes qui étaient sur le Tsompantli, eh bien, provenaient d'autres régions, notamment par exemple du Yucatan ou alors de la côte du Golfe. Et au niveau des âges, eh bien, comme vous le voyez, même si notre premier individu était âgé de 30-40 ans, eh bien, il y avait quand même une certaine préférence pour les jeunes adultes, à peu près entre 20 et 25 ans. Ce sont eux qui figuraient en majorité sur le Tsompantli. Et enfin, donc il y avait pour certains individus des déformations crâniennes. Alors celles-là, on les connaît bien, par exemple pour le Pérou. En Mésoamérique, la signification, en tout cas l'usage, était un tout petit peu différent, puisque pour le Pérou, c'était vraiment très lié au statut social, à la culture. En Mésoamérique, on est un peu plus prudent. Ce qu'on est sûr, c'est que c'était plutôt lié effectivement à une culture, une ethnie, mais en revanche, pas forcément à un statut social. En tout cas, les chercheurs sont assez prudents à ce sujet. Donc plusieurs types de déformations crâniennes pouvaient être présentes. Et puis, au niveau des pathologies, ce qu'on peut remarquer, ce qui a été conclu quand même, c'est que la majorité des individus étaient en bonne santé. Mais quelques-uns présentaient quand même des caries, du tartre, mais en tout cas rien d'alarmant. Donc ça fait partie des éléments qu'on peut tirer de ces différents crânes du Tsompantli.
Concernant leur mort, nous avons également quelques éléments que nous pouvons attester grâce aux études qui ont été effectuées. Donc, les premières études concernent spécifiquement la tracéologie, hein, c'est-à-dire l'étude des os pour voir en fait ce qu'il en a été fait. Et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons retrouver en fait des traces d'outils lithiques sur ces crânes. Et ces traces, en fait, elles sont en lien avec le processus une fois que l'individu va être amené au sacrifice. Ce sont exclusivement des individus qui ont été sacrifiés. Une fois le sacrifice effectué, il y a une étape de décapitation puisqu'on lui prélève la tête pour en faire plusieurs choses possibles. La première destination peut être tout simplement le dépôt dans une offrande telle qu'elle. Une autre pourrait être le masque-crâne dont Pauline vous a déjà parlé. Et la troisième, donc celle qui nous intéresse plus spécifiquement, c'est le Tsompantli. Les traces d'outils peuvent d'une part montrer en fait qu'il y a eu une section de ces crânes avec, lorsque certaines vertèbres cervicales sont toujours présentes, des traces de coupe, hein. Avec donc les outils qui sont majoritairement faits en obsidienne. C'est un verre volcanique qui est typique du Mexique central. Ces traces, elles sont en V, ce qui montre que les lames sont véritablement très tranchantes. Et ces traces, elles servent aussi à montrer qu'il y a eu des procédés pour retirer les chairs. Et ces procédés pour retirer les chairs, nous en retrouvons sur plusieurs individus. Nous pouvons aussi retrouver différentes traces au-delà de la décapitation. C'est-à-dire que majoritairement, le sacrifice ne se fait pas forcément par décapitation, mais par cardiectomie. Seulement l'ensemble du corps nous manquant, ces indices-là sont absents. En revanche, par exemple, sur l'individu O07, nous avons des traces qui concernent justement cette mise à mort qui pourrait être durant un combat. C'est-à-dire que les traces montrent qu'il y a eu des impacts en fait sur ce crâne, donc absence d'incisive, des contusions au niveau des joues, au niveau des pariétaux, au niveau des frontons. Donc il y a eu des écrasements qui peuvent montrer qu'il y a eu des coups. D'autres individus, dont notre fameux individu numéro 5, montrent, eux, qui ont eu véritablement des contusions derrière la tête, donc sous l'occiput, ce qui montre un coup ou des lames pour véritablement couper la tête. Une fois que cette tête, que cet individu est mort, elle va avoir différents devenirs et le Tsompantli en fait partie. Nous avons différents crânes, différents individus qui montrent exactement le même processus une fois que la tête a été prélevée. C'est-à-dire que cette chaîne opératoire concerne donc les perforations latérales, des altérations thermiques, de l'écorchage, du décharnement, du grattage, du périoste qui est la membrane qui entoure les os. Et je vois des personnes qui ont l'air un petit peu dégoûtées, mais ça se faisait comme ça, désolée. Et ce processus se répète en fait pour tous les crânes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces perforations latérales, elles se font avec des petits outils qui sont véritablement fins, véritablement pointus, pour essayer de finalement d'abîmer le moins possible les crânes que les Mexicains voulaient employer à l'époque. Vous avez donc des traces de découpe qui sont les légères fissures longitudinales en dents. Vous avez l'exposition aux intempéries. Les crânes ont été exposés à l'air libre. Ils ont subi la foudre, ils ont subi la pluie, ils ont subi le soleil. Donc ces preuves-là, nous pouvons les visualiser sur les crânes qui ont été découverts dans les offrandes. Vous avez aussi des traces de décarnation. Donc tout ce qui va être des traces de grattage pour retirer les chairs. Le processus d'exposition à la chaleur, c'est tout simplement pour pouvoir justement retirer ces chairs de manière beaucoup plus simple. Donc, ils ont fait bouillir certains crânes. Et cela donne une caractéristique assez typique qui est une couleur un peu vitreuse, une couleur beaucoup plus claire de l'os. Bien évidemment, en faisant des percussions, cela va provoquer des petites fractures secondaires, donc le long
de ces coupures que vous voyez ici sur le schéma, on peut apercevoir justement certaines petites fractures secondaires. Ce qui est intéressant, c'est que pour un crâne de Tsompantli, les perforations sont en courbe, puisqu'il faut ensuite insérer les rondins. Cependant, nous avons, notamment sur le crâne de l'individu 10, une perforation de l'autre côté qui est totalement droite. Ça veut simplement dire qu'en fait, ce crâne, au début, devait être exposé sur le Tsompantli. Ils ont commencé d'un côté, et puis ils se sont révisés, ils ont fini droit de l'autre côté, pour en faire un masque crâne. Ils ne l'ont pas exposé, ils ne l'ont pas mis sur le Tsompantli, ils en ont fait autre chose. Et au niveau des traces des découpes, ce qui est véritablement aussi spécifique pour le Tsompantli, c'est véritablement les traces sur les zones pariétales auprès des muscles temporaux pour les sectionner. Bien évidemment, là-dessus, les sources coloniales que Pauline a pu vous évoquer précédemment sont très importantes, puisqu'elles nous expliquent quand sont utilisés ces Tsompantli. Chaque mois, il y a des fêtes rituelles qui sont organisées, et parfois ces sources, donc qui datent des époques 1550 environ, nous disent, l'individu, le guerrier, la femme a été sacrifié, on lui a prélevé sa tête et on l'a mis sur un Tsompantli. Parfois, on peut avoir le Tsompantli spécifique qui est évoqué, et comme l'a dit Pauline, il y en avait plusieurs, il y en avait 8 au sein de l'enceinte sacrée de Mexico-Tenochtitlan, c'est quand même considérable. Au niveau des estimations du nombre de ces crânes qui pouvaient être exposés, si j'en reviens à ce que je vous ai dit précédemment, le grand Tsompantli, ne serait-ce que celui-là, 35 mètres de large, 5 mètres de hauteur, on fait un petit calcul assez rapide, 3 têtes par mètre, ça fait 500. Donc, on peut dire que Motolinía, qui est l'une des sources coloniales, a une estimation un petit peu basse. Pour Diego Durán et les auteurs tels que José de Acosta ou le Codex Ramirez, 20 têtes parties, c'est plutôt cohérent. Tesosomo, qui estime à 62 000 têtes à Mexico-Tenochtitlan, pourrait avoir une estimation cohérente. La plus grande que nous vous évoquons, c'est Andrés de Tapia, 136 000 crânes qui ont été exposés. C'est une possibilité. Il y en a 600 qui sont redécouverts à l'heure actuelle par les projets depuis 2015. Donc on est dans un ordre de grandeur qui continue bien évidemment à grandir, et on verra ce qu'il en est par la suite. Le devenir de ces têtes, on vous en a parlé, il y a le masque crâne. Si j'en reviens à cet individu numéro 5, Pauline vous a expliqué donc qui il était. Je vous ai exposé un petit peu qu'est-ce qu'on a pu en faire. Donc on l'a mis sur un Tsompantli, et finalement, une fois qu'il a été exposé, à tous les éléments, il a été reprélevé pour en faire autre chose. Ce prélèvement, il se fait sur certaines caractéristiques, dont par exemple les modifications crâniales. Pauline vous avez dit que c'était un individu qui pouvait avoir accès à de la viande, il avait de bonnes dents, donc on lui a repris sa tête pour en faire une effigie. On lui a mis des couleurs, donc on lui a ajouté des pigments de couleur bleue, de couleur noire. On a mis des coquillages blancs avec de la pyrite pour simuler les yeux. Et en fait, c'est une effigie qui représente la divinité de la mort, Micantecutli, qui est toujours représentée dans les époques tardives avec ces couleurs. C'est une divinité squelettique de la mort. Et donc, reprendre des crânes, en faire cette effigie, puis la réenterrer, c'est aussi faire une offrande à ces divinités-là. Le fait également ensuite de prendre ces masques crânes à l'effigie de la divinité de la mort, de les réenterrer pile poil entre la divinité de l'eau qui est liée à la fertilité et la divinité guerrière, a forcément aussi une grande symbolique. Et bien évidemment, ensuite, une fois qu'il a été enterré, il est destiné au temple, aux divinités, il n'est absolument plus destiné à être vu par les êtres humains. Alors vous avez maintenant un aperçu de la vie et de la mort de ces fameux sacrifiés.
Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir? Des identités variées, hein, finalement. Il y avait aussi des enfants, d'ailleurs, quelques enfants et quelques adolescents dans le lot, des hommes et des femmes. Une majorité d'adultes, hein, tout de même, ont préféré donc de jeunes adultes. Pourquoi? C'est en rapport évidemment avec leur énergie, puisque quand on les sacrifie, on donne leur énergie aux divinités, donc beaucoup plus intéressant. Et des provenances qui sont lointaines. Alors attention, ce ne sont pas non plus des régions ennemies. On pourrait se dire, bah voilà, cette personne, elle vient de Chichén Itzá, par exemple, c'est le cas pour l'un des crânes, où on hésitait entre Chichén Itzá et Oaxaca, donc c'est forcément un ennemi. Non, en réalité, on commerçait avec ces régions, et les ennemis de toujours aztèques, c'est plutôt ceux de Tlaxcala et ceux du Michoacán. Donc en tout cas, ceux qu'on a retrouvés et ceux pour qui on a une origine à peu près certaines, eh bien, ce ne sont pas les ennemis éternels des Mexicas. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir qu'on déconstruit certaines idées reçues. Ensuite, donc, autour de la mise à mort, hein, du sacrifice, à partir de ces crânes, comme on n'a que le crâne, c'est très difficile de savoir quel était réellement le type de sacrifice appliqué. Et puis, après, comme vous l'avez vu, différents devenirs, soit on les laisse sur le Tsompantli. Les tours que vous avez vus dans les premières images, eh bien, il y avait du mortier. C'est-à-dire qu'on reprend les crânes et vraiment, on les insère dans ce mur au mortier. Et là, ils étaient destinés à être vus. Et pour les autres, eh bien, on les reprenait, on les choisissait, et ils avaient un autre destin, celui de l'offrande, celui d'être ensevelis. Donc des destins qui peuvent être très différents, et encore une fois, donc il faut faire très attention sur ces masques crânes, puisqu'ils ont eu plusieurs vies avant l'offrande. Donc pour élargir un petit peu plus, on vous a dit qu'il n'y avait pas que le Tzompantli de Mexico, il y en avait plusieurs à Mexico, et puis il y en avait aussi plusieurs en Mésoamérique, sachant que les têtes qu'on vous a présentées, donc elles sont transpercées, hein, de part en part, mais il y avait peut-être d'autres types de Tzompantli qui étaient quand même dans la même fonction, qui était celle de présenter un certain nombre de crânes, hein, des murs de crânes, et le plus ancien serait celui que vous voyez en bas dans l'état de Oaxaca, qui daterait à peu près de 300 avant Jésus-Christ ou 200 après Jésus-Christ. Et les crânes n'étaient pas perforés, mais ils étaient déposés comme une bibliothèque de crânes, si vous voulez. Il y a eu des reconstructions qui ont été réalisées. Et puis, dans le nord, hein, un autre type peut-être d'exposition des crânes, cette fois-ci avec une perforation verticale. Donc peut-être aussi plusieurs types de Tzompantli en Mésoamérique. Donc on a retrouvé en soit des crânes perforés ou alors même des représentations archéologiques de ces Tzompantli. Et pour terminer sur la symbolique, puisqu'on vous a beaucoup parlé du côté concret du Tzompantli, qu'est-ce que ça veut dire finalement, à quoi ça servait et quelle est sa symbolique? Eh bien, on retrouve dans les légendes mayas coloniales un texte qui nous raconte que les deux héros étaient descendus dans les enfers pour affronter les dieux au jeu de balle. Donc c'est un jeu avec une balle de caoutchouc. Ils avaient perdu et ils se sont fait décapiter. Cette tête a été replacée sur un arbre. Donc on ne le voit pas très bien ici, mais vous avez un arbre ici avec une tête qui ressort. Ici, vous avez des petits plants de maïs, mais à la place du maïs, ce sont des têtes. Donc on a vraiment cette association entre la plante et la tête qui serait le fruit, donc lié à la fertilité. Et puis ici, vous avez un jeu de balle avec, à la place de la balle, ici, un crâne. Certains voient justement cette fameuse légende maya dans cette représentation. Donc à penser en tout cas sur les différentes symboliques de la décapitation. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup pour cette découverte passionnante de ces murs de crâne, hein, qui posent beaucoup de questions sur la vie de ces sacrifiés et puis sur leur devenir et la signification. Je demande aux personnes qui sont dans la salle et qui voudraient poser des questions de bien vouloir attendre d'avoir un micro pour pouvoir poser la question. C'est notamment par rapport à nos auditeurs en distanciel qui, si vous n'avez pas le micro, ne peuvent pas vous entendre. Voilà. Donc je laisse la discussion s'ouvrir. Si vous avez des questions, levez la main et on vous tendra le micro. Merci. Alors moi j'ai
2 questions. Une pour Monsieur Glaise principalement. Pourquoi est-ce que vous renflouissez les squelettes? Mais, en fin de compte, il faut les stocker à un endroit. Il faut qu'il y ait cette place-là. Et après, il y a un certain nombre de lois en Israël sur les vestiges humains. Voilà. Donc là, on a la possibilité de fouiller un cimetière, mais on s'est mis d'accord avec les Antiquités sur le fait qu'on réensevelissait les squelettes. Mais on les étudie sur le terrain et on fait des prélèvements pour datation et éventuellement des analyses génétiques et isotopiques. Voilà. Merci. Et j'avais une question par rapport au mur Tzom-Templi. Désolée pour la prononciation. Parce que vous avez parlé d'enfants, et je voulais savoir si les enfants, ils étaient aussi dans le mur, dans le Tzom-Templi, du coup, ou est-ce que c'était juste, ils étaient présents dû à un sacrifice ou juste dû à une mort naturelle? Parmi les 23 individus qu'on avait sélectionnés, il y avait quelques enfants, donc ça veut dire que ceux-là, on les a retrouvés sous forme de masque crâne. Donc ils sont passés par le Tzom-Templi, parce qu'il y avait bien le trou pariétal et temporal. Mais en revanche, sur le Tzom-Templi, donc les tours avec donc les crânes dans les mortiers, il y avait aussi des enfants. Donc des deux, mais pas énormément. Encore une fois, c'est vrai que ça marque un peu parce que on voit les âges, mais c'était pas la plupart des individus. Et par rapport à ce mur des crânes, donc en bon français, ce sont tous des morts issus du sacrifice. Donc il n'y a pas de mort naturelle des enfants, des adultes, des adolescents. C'est vraiment tout un processus de sacrifice qui fait que durant chaque fête qu'on a pu présenter dans nos diapos, il y a justement ce processus, on prend la tête, on l'expose, quel que soit l'individu, femme, homme, enfant, comme ce qu'a présenté donc Pauline dans ses données. Le traitement est similaire, mais la mort n'est jamais naturelle. Bon, j'aurais une question pour chaque intervenant. En ce qui concerne le Mexique, est-ce qu'on a su par des contacts à l'époque avec les Espagnols ou dans les codex quelle était l'origine sociale? Parce qu'au Pérou, on sait que c'était souvent des princes. Ensuite, pour Notre-Dame, je voulais savoir si ces ensevelissements étaient secrets ou si c'était quand même enregistré dans des documents. Et puis pour monsieur, pareil, quel est le statut juridique de ce cimetière, en fait? Et est-ce qu'il a été complètement oublié de la mémoire collective, même des croisés et des rois? Alors, concernant nos morts, au niveau du statut social, ça peut se déterminer par ce qu'a dit Pauline au niveau des dents. Donc typiquement, ceux qui ont une bonne alimentation peuvent supposer qu'ils avaient un statut relativement élevé. Après, nous savons qu'à l'époque de Mexico Tenochtitlan, il y avait du commerce d'esclaves. Donc les marchands achetaient en fait dans diverses cités des personnes pour les emmener au sacrifice, puisqu'ils ne capturaient pas des guerriers pour les emmener, eux, ils les achetaient. Donc là, on est sur d'autres types de personnes et on peut supposer que par contre là le statut social était beaucoup plus faible. Après je ne sais pas si Pauline, toi tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est principalement ça. C'est vrai qu'à partir des os en eux-mêmes, c'est toujours un petit peu compliqué, par éventuellement l'alimentation, mais ce sont surtout les sources ethno-historiques qui vont nous apporter des informations dessus. Effectivement, de provenance, en tout cas de sacrifiés, ce sont les guerriers, les captifs et les esclaves. Mais c'est pas tout à fait non plus la même notion d'esclavage qu'en Europe, donc peut-être moins maltraité entre guillemets. Vous voulez répondre? C'est à moi, dans l'ordre. Donc, sur les documents écrits qui pourraient nous soutenir dans notre thèse que les pierres devraient absolument rester dans l'église et ne pas en sortir pour leur statut sacré. C'est bien ça la question. C'est... Est-ce que ces enseignements ont été notifiés, enregistrés, non.
Non, là, par exemple, là, justement, parce que je la pose la question, je ne sais pas, en fait, si c'est 1630 ou si c'est 1637, mettons, et l'autre hypothèse, 1699. Donc, on n'a pas la date, malgré le fait que c'est une époque où on conserve le document. En revanche, on a la commande pour Robert de Cotte. On sait que d'abord c'était confié à Mansart et qu'ensuite c'est Robert de Cotte qui a récupéré la commande et qu'il s'est occupé lui-même de faire le dernier dessin, celui sur lequel on voit le remploi du crucifix. C'est lui qui l'a fait avant de détruire. Donc c'est assez intéressant comme démarche. C'est qu'il devait quand même avoir la conscience que c'est important de fixer un état avant de le détruire et de passer à autre chose. Donc on a ces documents-là, mais on n'a pas le document de l'ensevelissement. Ah oui, ce qu'on a aussi, c'est que le chapitre a permis à Robert de Cotte de procéder à la destruction. Mais il ne lui dit pas, après, vous allez enfouir. Comme si ça comme si ça se sous-entendait qu'on va les récupérer sur place. Ouais. Je suis à la recherche autrement des documents de législation des chapitres sur le fait qu'il ne faut pas sortir des chantiers les pierres qui ont déjà servi à la construction de l'édifice. Donc là, c'est du côté plutôt droit canon sur la propriété propre de l'Église. Donc, pas uniquement sur le côté sacré, mais aussi sur la possession des pierres taillées, en tant que valeur en soi, valeur économique, ou aussi à valeur sacrée écrite, ça sera encore mieux. Alors, concernant le cimetière d'Atlit, il n'y a aucun document écrit. On a des documents sur le château, quelques témoignages sur les attaques, certains personnages connus qui sont passés, mais aucun document parle de ce grand cimetière à l'extérieur. Et de toute façon, pour le XIIIe siècle, il y a très peu de documents qui parlent des cimetières en tant que tels pour le royaume de Jérusalem. On a quelques exemples, mais ils n'ont pas même eux, il n'y a pas assez de détails pour avoir des informations précises sur les pratiques funéraires. Voilà. Donc, il faut continuer de faire des fouilles archéologiques. Non, je n'ai pas de questions en distanciel, mais j'avais quand même une question par rapport à Atlit, hein, j'en profite. C'est quand même l'avantage, justement, c'est que vous dites que il y a eu un ensevelissement naturel hein, qui s'est fait par la dune et que, de résultat, ce qui a aussi enseveli la mémoire du lieu, hein, qu'on a oublié et qu'on a redécouvert là par les fouilles archéologiques et par toute une série d'ensevelissements, désensevelissements, etc. Le site en lui-même aujourd'hui, est-ce que c'est un site qui est construit ou est-ce que c'est un site qui est justement encore complètement vide finalement et dans lequel on pourrait espérer, au-delà de ce très grand cimetière qui est quand même effectivement assez étonnant alors qu'on en a perdu toute mémoire, retrouver d'autres éléments qui seraient à mettre en lien avec les croisades, surtout avec les pèlerinages, hein, puisque comme vous l'avez montré, on a des fers qui probablement correspondent à des fers de bâtons de pèlerins. Et on peut imaginer, vu les voyages et les pèlerins, qu'on en a un certain nombre de ces inhumations qui sont liées avec ces pèlerinages. Alors, vous voulez dire trouver d'autres vestiges archéologiques autour du cimetière? Autre que le cimetière. Parce Voilà. que je ne pense pas qu'on puisse retrouver un second cimetière aussi important que celui-là. Non, mais par contre, il y a eu des fouilles archéologiques donc, par les Britanniques au niveau du château et au niveau de la ville, où ils ont identifié une petite église autour duquel il y avait un autre cimetière. Comme toujours, à cette époque-là. Un petit cimetière. Voilà, des bains ont été découverts et des écuries ou des étables. Voilà. Mais il n'y a pas eu une fouille complète. Une fouille systématique de l'ensemble du site. Et actuellement, le site n'est pas accessible puisqu'on est dans une base militaire. Voilà.
Oui, forcément, ça rend les choses un peu plus compliquées. Voilà. Après, en termes sur la zone, il y a une petite tour qui date du XIIe siècle, qui s'appelle la tour du Détroit, qui est un peu dans les terres, qui a été aussi étudiée. Et il y a les carrières qui ont sûrement été utilisées pour le château, qui ont été étudiées par les Antiquités. Et là, la dernière chose sur laquelle on va essayer de travailler, c'est la route qui passe juste à côté du cimetière. Et j'ai espoir qu'elle ait été intégrée dans les restaurations de Jones, puisque quand on regarde les photos aériennes, on a l'impression qu'il y a une zone noire qui pourrait être une route ancienne. Et là, on pourrait travailler sur le lien entre la route et le cimetière, et voir vraiment s'il y avait, par exemple, une limitation du cimetière partout, parce que ça, on n'en est pas réellement sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de restaurations faites par les Anglais. Il y a certains murs qui sont sûrs, mais côté route, oui, côté route, c'est un peu moins sûr. Voilà. Non, parce que c'est un site qui est assez fascinant, hein, forcément, avec autant de passages sur ce site-là. Hein, ça a été un nœud quand même. Oui, donc c'est un site dans lequel il doit y avoir, dès que les militaires auront déménagé, beaucoup de choses à découvrir. Voilà, Y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, dans ces cas-là, je vous remercie pour les personnes qui sont en salle, aussi bien que pour les personnes qui sont en distanciel. Je remercie surtout nos 4 intervenants pour ces découvertes tout à fait passionnantes. Et je vous donne donc rendez-vous pour la dernière séance des Jeudis de l'Art qui aura lieu le jeudi 23 mars, où on va parler un peu d'ensevelissement, de mythes et de réalité. On va essayer de conclure en beauté notre cycle qui nous a apporté beaucoup d'informations sur l'archéologie. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.